Bien, alors nous voici donc sur Endless Legend. Endless Legend, c'est quoi? Eh bien, Endless Legend, c'est un 4X. N'est-ce pas? Donc je disais, un jeu 4X, c'est-à-dire un jeu de stratégie en tour par tour, dont le principe va s'orienter autour de 4 notions qui commencent par X, c'est-à-dire exploration, exploitation, extermination et expansion, d'où le nom 4X, donc 4X. Le plus classique, la franchise la plus classique de jeu 4X, bah, c'est la franchise Civilisation, hein, bien sûr. Et Endless Legend, c'est la franchise Endless. Il y a Endless Space, il y a Endless Dungeon, donc on a Endless Legend. Et c'est un des 4X les plus intéressants. Pas tant qu'il soit difficile ou compliqué ou quoi que ce soit. Il est intéressant par la richesse des factions du jeu. Donc je ne vais pas forcément vous présenter toutes les factions parce que je maîtrise pas forcément toutes les factions. Donc on va juste regarder le descriptif des factions. Donc vous avez les exilés. Donc c'est une civilisation qui débute avec un gigantesque abri de métal bâti sous la surface d'Auriga, qui est la planète Seishiden où se passe le jeu. Les exilés entretiennent peu de relations avec les autres peuples d'Auriga. Vous avez les Kapaku, que je n'ai pas, c'est un contenu additionnel. Vous avez les Morgor, des créatures synthétiques échappées d'une prison sous-marine, attirées à la surface par des forces qu'elles ne comprennent pas. Les Alai, qui se sont dispersés dans les recoins gelés d'Auriga pour fuir les guerres de brume. Et ils se rassemblent dans l'espoir de sauver Auriga et le futur de leur peuple. Vous avez les oubliés, maîtres de la tromperie, de l'infiltration et du sabotage. L'arrivée des oubliés parmi les factions d'Auriga va tout changer. Du pillage d'extracteurs à l'assassinat de gouverneurs, les règles du conflit ne seront plus jamais les mêmes. Les indomptés, faction d'inventeurs et de bâtisseurs qui se caractérise par son architecture organique où la pierre et les arbres se mêlent en harmonie. Ils ont une relation intense avec la brume et dangereuse. Sous son influence, ils peuvent exploser dans des élans de rage. Les seigneurs déchus, qui dépendent de la brume pour survivre, ce sont des esprits enserrés dans de grandes et lourdes armures. Les exilés, donc c'est celle que j'avais montrée avant. Les Mésaris, qui sont une race habituée à la vie dans l'espace. Ils doivent s'adapter à une vie terrestre. Ils sont venus sur Auriga pour s'installer, mais les événements survenus sur la planète ont entraîné un changement brutal de stratégie. Ils n'ont plus de vaisseau, ni de combustible, ni de technologie pour le créer. Il va falloir qu'ils s'accommodent à ce monde étrange. Les nécrophages, c'est un peuple essaim qui dévore ses ennemis et les assimile par transmission d'une peste. Ce sont des charognards et des survivants. Perpétuellement affamés, perpétuellement hostiles, ils sont le fléau des autres peuples. Les mages ardents, qui sont des sorciers qui puisent la force dans une colère qui les anime. Ils doivent leur survie au pouvoir de la brume, de l'agonie et de la rage. Les clans errants sont des nomades et des commerçants qui parcourent le monde sur leurs bêtes de somme. Ils font du commerce et des affaires aux quatre coins du monde. Les Draken, une race ancienne et respectée. Les érudits parmi les Draken chérissent les traditions, l'histoire et surtout la sagesse. Peu nombreux mais très puissants, ils ne sont pas belliqueux et favorisent la création de relations, l'échange d'informations et la connaissance. Ils vénèrent l'histoire des factions, les artefacts et les ruines, se désintéressent des richesses, de la puissance militaire et des technologies avancées. Et enfin les cultistes. Une faction étrange dirigée par des créations, vestiges des Endless, la reine emprisonnée au sein de son trône indestructible dans la capitale, et le non-dit, une créature errante, peut-être folle d'une extrême puissance. Abandonnés sur la planète depuis des millénaires, ils se sont retournés contre leur créateur et ont juré de détruire toute trace de leur existence. Ils recrutent, forment et arment les êtres inférieurs des tribus et vagabonds qui vivent dispersés à la surface du monde. Peu importe d'où elle vient et à qui elle a juré allégeance, quand une tribu se tourne vers le culte, elle le fait jusqu'à sa mort. Alors, la description en dit pas forcément long, mais il faut savoir que chaque faction va avoir vraiment
un gameplay tout à fait original. Alors on va partir pour le bien de ce test sur une configuration de base. Et on va regarder comment se goupille le jeu. Donc là où je dis que les factions sont très différentes, c'est que par exemple les nécrophages, pour gagner de la population, doivent tuer des ennemis. Il y a des factions qui ne gagnent pas de points de science, mais qui doivent acheter leur technologie avec de la brume, ce qui est l'équivalent de l'argent sur en civilisation par exemple. Et du coup, bah, ça donne une approche totalement différente au jeu, que ce soit au niveau du développement scientifique, que ce soit au niveau du développement des villes. Les cultistes par exemple ne peuvent avoir qu'une seule ville, ils ne peuvent pas faire de colons. Par contre, ils peuvent convertir un certain nombre de factions mineures à leur cause, et du coup, ils vont recruter des troupes dans les villes des factions mineures, ce qui en fait du coup une civilisation qui va être beaucoup plus facilement tournée vers le combat. L'idée, ça va être d'essayer de te répandre le plus rapidement possible à la surface d'Auriga pour conquérir des villages. Safe in our halls and mines, we ignored these old tales. But then the Great Quake cracked our halls open, revealing ancient secrets and relics. These unknown relics carried our patterns, our images, hints of a hidden past. We took them and fled the destruction, seeking a new life on the surface. Now the legends and relics of our past show the way to our future. The journey will be dangerous, sometimes deadly, but we go forth without fear or ignorance. For courage and knowledge are the bywords of the Vultures. Alors le jeu commence avec une petite cinématique d'introduction pour planter le décor, vous parlez un petit peu de votre faction. Et donc là en l'occurrence j'ai choisi les exilés, donc des gens qui vivaient sous terre. Et Auriga a été prise de tremblement de terre et leurs galeries se sont ouvertes. Et maintenant il va donc falloir qu'ils aillent affronter le monde extérieur. Alors techniquement, le pitch du jeu, c'est que vous incarnez l'une des factions qui peuplent Auriga. Alors que ce soit parce que c'est une faction native du monde ou parce que c'est une faction qui est arrivée. C'est un voyage spatial ou un accident ou quoi que ce soit. Et Auriga se meurt. Et ça, c'est un point essentiel du jeu. Auriga se meurt. L'objectif va être de fuir Auriga ou de lutter contre sa mort. Et pour ça, chaque faction va avoir des objectifs. Là, par exemple, là on parle faction mineure, on va regarder ce qu'il en est après. Mais donc au niveau des conditions de victoire du jeu, vous avez classiquement la victoire scientifique, vous avez classiquement la victoire militaire, mais vous avez aussi une victoire par quête. Chaque faction va avoir une quête qui est une quête de faction. Et cette quête donc va se faire en un nombre très important d'étapes. Ces étapes vont vous mener de plus en plus loin et à terme vont même vous forcer à pénétrer sur le territoire d'autres civilisations pour aller y faire plusieurs étapes. Et donc il faudra aller littéralement à l'autre bout du monde à plusieurs reprises pour se balader et faire les quêtes. Donc faire les quêtes, ça va être extrêmement long. Ça rapporte pas mal de choses au début. Les premières quêtes servent plutôt de tutoriel sur comment bien gérer sa race, sa faction. Et après, il y a les quêtes qui permettent de gagner le jeu. Et c'est assez original et c'est plutôt pas mal. Encore une fois, chaque faction a ses quêtes propres. Les quêtes d'une faction ne seront pas les mêmes que les quêtes d'une autre faction. Les objectifs de quête sont généralement mis de manière aléatoire sur la carte. Donc à une partie, vos objectifs de quête seront plus ou moins proches de vos personnages ou de vos villes ou autres. Sur d'autres parties, ce sera systématiquement très loin.
Bon, bah c'est comme souvent sur les 4X, hein, il faut gérer le côté random. Alors nous avons trouvé une nouvelle faction mineure, les Cératans. Les Cératans sont des centaures arachnoïdes, des araignées géantes dotées d'un torse humain, ce que sur un donjon dragon on appelle des Driders. Ils préfèrent se repaître des créatures à sang chaud, mais peuvent survivre en dévorant des animaux à sang froid, voire des insectes. D'ailleurs, le modèle d'unité, c'est la Drider. Et donc, vous avez un effet d'assimilation, plus 5% en défense par village de Cératans pacifiés et reconstruits sur vos unités. Alors, qu'est-ce que les factions mineures? On a aussi trouvé un empire d'Angratad. Ce sont les Draken qui, pour l'instant, sont indifférents. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Donc, vous commencez, vous avez un personnage d'une faction. Comme sur les 4X classiques, vous avez un colon dans votre armée, ici. Vous pouvez donc fonder votre première ville où vous voulez. Généralement pas trop loin de votre point de spawn, parce que sinon vous allez prendre plusieurs tours de retard dans le développement de la ville, ce qui peut être assez fâcheux. Alors, au niveau du jeu, comment il se présente? En haut, vous avez l'interface. L'écran d'Empire, ça on regardera après. L'écran de la liste des villes. Donc là, vous aurez la liste de vos villes avec la population, le bonheur, le gouverneur, la faction, ici les revenus dans les différentes ressources, les ressources de luxe ou stratégiques, la construction en cours, bon, et les unités en garnison. Rien de fantastique, mais c'est toujours pratique. Ici, l'écran de recherche scientifique. L'écran de recherche scientifique, vous voyez, il ne ressemble pas du tout à ce à quoi il ressemble sur la civilisation. Donc c'est un écran divisé en 6 âges. Le but, pour obtenir la victoire scientifique, si je ne m'abuse, c'est d'avoir trouvé 5 recherches du 6e âge. Donc il faut d'abord passer au travers des âges, 1, 2, 3, 4, 5, puis arriver au 6e âge. Alors comment est-ce qu'on passe, comment est-ce qu'on avance d'un âge à un autre? Eh bien, contrairement à Civilisation, où les recherches se suivent les unes les autres, où il y a des prérequis, ce qui fait que généralement tout le monde finit par avoir à peu près le même développement. Sur ce jeu, bah, c'est pas le cas. Sur ce jeu, ce qui vous permet de passer à l'ère numéro 2, c'est d'avoir réalisé 9 recherches sur l'ère numéro 1. Donc vous commencez avec 2 recherches de fait. Donc vous faites 7 recherches sur l'ère numéro 1, peu importe lesquelles, on s'en fout. Et ça débloquera l'ère numéro 2. Vous pourrez alors continuer à faire des recherches sur la première ère ou à faire des recherches sur la deuxième ère. Pour débloquer le troisième ère, je pense qu'il faudra faire aussi 9 recherches de deuxième ère, etc., etc. Donc contrairement à Civilisation, on a du coup un système où les recherches ne se suivent pas nécessairement avec des prérequis. Par contre, vous ne pouvez pas partir en ligne droite pour aller chercher, alors sur Civilisation, vous pouvez très bien décider d'aller chercher l'ère industrielle très vite en faisant tout en ligne droite. Là, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire que vous allez chercher le 3e ou le 4e âge très vite. Vous êtes obligé de passer X recherches sur le premier âge, puis sur le deuxième âge, puis sur le troisième âge, etc. Mais vous pouvez beaucoup plus librement construire votre développement technologique que sur une civilisation. Donc il y a plusieurs actes de recherche. Il y a les recherches ici plutôt technologie, science. En haut c'est plutôt l'axe militaire. En bas c'est plutôt l'axe en général gestion humaine ou influence ou diplomatie. Et là à gauche c'est plutôt la gestion, le côté or et brume quoi. Et nourriture et production. Vous avez ensuite un livre, un journal de quête. On n'en a pas encore, mais on en aura une bientôt. Vous avez ici un écran d'académie, c'est-à-dire c'est la liste de vos héros. Alors les héros, bah, c'est un peu comme sur Heroes of Might and Magic, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que les héros peuvent être utilisés comme généraux d'armée ou comme gouverneurs de ville. Donc un héros, techniquement, c'est une unité militaire qui a participé au combat. Et donc vous pouvez lui donner de l'équipement, améliorer son équipement pour la rendre plus puissante au combat. Mais
il a aussi un arbre de compétences qui va lui permettre d'avoir des boosts divers et variés. Donc les arbres de compétences, il y en a 3. Il y a un classe, il y a un commun, il y a un faction. Comme leur nom l'indique, l'arbre de classe va être commun à tous les personnages qui ont ta classe. Donc Petrov Judith, c'est un archer. Donc, il a ici l'arbre des archers. Tous les archers, quelle que soit leur faction, auront le même arbre de classe ici que Petrov Judith 3. L'arbre commun, c'est un arbre que tous les héros possèdent. Et l'arbre de faction dépend de votre faction. Donc, tous les archers auront le même arbre. Par exemple, si vous prenez un archer nécrophage, il aura le même arbre de classe que Petrov Judith, le même arbre commun, mais il n'aura pas le même arbre de faction. Si vous prenez un héros d'infanterie exilé, il aura le même arbre commun, le même arbre de faction, mais pas le même arbre de classe. Et du coup, l'arbre de faction, c'est généralement celui dont on va s'occuper pour savoir si votre personnage peut être un bon gouverneur, ou en tout cas le gouverneur qui vous correspond. Là, en l'occurrence, pour les exilés, l'arbre de faction commence par augmenter la science. Donc sur la ville où il est affecté. Après, tu peux avoir roi de l'évasion, qui permet de quitter des villes assiégées. Peau épaisse, qui augmente la défense du héros. Réseau souterrain, qui booste la ville en lui augmentant sa récupération de fortification par tour. Quand la ville est assiégée, la ville perd des points de fortification à chaque tour, jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus. Et justement là, ça permet de régénérer un peu de fortification à chaque tour. Vous avez ras des tunnels. Aucun malus de blocus. Et un pouvoir de faction là qui va donner de la science par route commerciale. Alors techniquement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette faction, elle donne clairement... Si vous avez un gouverneur de cette faction, vous allez avoir plus de science. Et vous avez plusieurs compétences qui sont liées au fait de subir un siège. Vous pouvez fuir un siège si ça se passe mal. Vous pouvez augmenter la régénération de vos défenses. Donc permettre au siège de durer plus longtemps. Vous avez plus de défense. Et vous annulez le malus des blocus. Donc effectivement, clairement ces héros-là sont des héros qui vont être très utiles en défense de siège. Donc ça peut être intéressant d'en avoir un. Après le problème c'est que ces compétences il faut les prendre, il faut les booster. Pour les booster, il faut gagner des niveaux. Donc si vous voulez un général pour défendre sur les sièges, il faut prendre un perso de cette faction et lui faire gagner pas mal de niveaux pour le faire développer en faction. En classe, on va avoir plein de skills qui boostent le héros essentiellement. Ça peut aussi booster les troupes. Par exemple... déplacement agile, ça augmente le déplacement de toutes les unités de l'armée du héros. Œil de lynx, ça augmente le champ de vision de l'armée. Carquois supplémentaire, ça augmente le nombre d'accessoires supplémentaires du héros. Non, en fait, si, déplacement agile, c'est pour toutes les unités. Vous avez coup dévastateur. Donc les unités de combat à distance du héros gagnent en attaque. Vous avez équilibre parfait. Donc les unités à distance de l'armée du héros gagnent en portée. Et œil de l'artisan, le héros permet de développer les dégâts de toutes ses unités. Donc là c'est vraiment un truc qui ressemble plus à un héros de force sur Heroes of Might and Magic. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de boosts. Le héros lui-même n'a pas de compétences, enfin peut avoir des compétences qui boostent son armée. Mais essentiellement là, il va se développer pour booster son armée. Et après vous avez les skills communs. Agence touriste. C'est... En anglais, agence touriste, ça s'appelait Indiana Bones. Donc ils ont essayé de garder un peu un jeu de mots comme ça. Quand vous fouillez des ruines sur le monde, vous avez plus de chances d'avoir quelque chose dedans. Vous avez le guérisseur rapide qui augmente la récupération des héros et qui récupère qui réduit le coût de soins d'un héros si vous voulez le soigner en ville. Pas de temps mort, ça
permet d'augmenter l'expérience de vos unités à chaque tour. Envoûteur permet d'agir sur les espions. Défenseur, ça permet d'améliorer la fortification sur une ville. Mentalité de siège, ça permet d'avoir meilleure attaque sur les unités lorsque vous êtes impliqué dans un siège. Économe, ça réduit les frais d'entretien de votre troupe. Ça va être très utile à terme. Etc., etc. Mais il y a vraiment un skill qui est ultra utile, c'est jamais froid. Jamais froid. L'hiver n'a pas d'effet négatif sur l'armée du héros ou sur la ville qu'il dirige. Et ça, ce sera très très important, on le verra plus tard. Donc on a des héros. Et donc les héros, soit on les affecte à une armée, c'est-à-dire que vous allez recruter des troupes, vous allez créer des armées. Les armées n'ont pas besoin de héros pour se promener, mais vous pouvez leur affecter des héros. C'est généralement conseillé. Ou vous pouvez affecter des héros pour être gouverneur de vos villes. Ça, c'est l'académie. Vous avez l'aspect militaire, donc vous voyez ici les différentes armées que vous avez, avec les héros généraux que vous leur avez attribués. Et ici à droite, un truc très important, le gabarit d'unité. Contrairement à un civilisation, sur lequel, au fur et à mesure de votre développement scientifique, vous allez débloquer de nouvelles unités. Par exemple, vous allez débloquer, après avoir débloqué le travail du fer, vous allez pouvoir faire des spadassins. Après avoir découvert le salpêtre plus tard, vous allez pouvoir découvrir les mousquetaires. Et donc, vous allez pouvoir améliorer d'abord vos guerriers en spadassins, puis vous pourrez améliorer vos spadassins en mousquetaires, qui sont des archétypes déjà tout faits. Sur ce jeu-là, c'est différent. Au fur et à mesure que vous allez développer des technologies qui permettent de booster les armes et les armures, vous allez pouvoir directement modifier vos gabarits d'unités. C'est-à-dire que les unités resteront les mêmes du début à la fin du jeu. Vous aurez par exemple toujours des soldats. Mais les soldats, vous pouvez leur donner armes et armures. C'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte que quand vous recrutez un soldat, le soldat soit affublé d'armes et d'armures. Ce qui va augmenter son initiative, sa valeur d'attaque, sa valeur de défense, ses points de vie. Bref, ça va permettre de booster vos soldats. Comme quand vous transformez un guerrier en spadassin sur Civilisation 6. Et là, vous pouvez faire en sorte que votre soldat, au lieu d'être un tachon qui ne fait pas grand-chose, peut devenir une véritable machine de guerre. C'est possible. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des gabarits d'unités. Parce qu'à chaque fois que vous allez dans une ville vouloir recruter une unité, cette unité sera recrutée de manière correspondante au gabarit. C'est-à-dire que si là, pour l'instant, le soldat, il est quoi? Il a un bouclier de fer de base, une arbalète de base, et c'est tout. Et donc, à chaque fois que je vais demander à recruter un soldat dans une ville, ce sera un soldat avec ce stuff-là qui sera, et donc ces stats-là qui sera recruté. Si maintenant je change le gabarit, je décide, mettons par exemple, de lui mettre un casque et une armure, et vous voyez, donc le coût de production, si j'enlève ça, le soldat de base coûte 98 unités de production à faire. Vous voyez, par exemple, il y a défense 22. Admettons que je lui mets, où il a point de vie 68. Admettons que je lui mets ça et ça. Il passe à point de vie 86 au lieu de 68. Et défense 28. Par contre, il coûte 116 en production. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je fais ça, mes soldats vont être beaucoup plus forts. Et même, admettons que je lui mette des bottes. Il passe à 31 en défense même. Et initiative, là, il avait 21. Puis il passe à 23. Donc là, on a augmenté l'initiative, on a augmenté beaucoup la défense et beaucoup les points de vie de la troupe. Du coup, on a une troupe qui est vachement plus balèze. Mais par contre, au lieu de coûter 98 en production, créer une unité de soldats me coûtera 122 en production. Donc je ne vais pas le faire maintenant. Mais notez que donc l'écran de gabarit d'unité est un écran essentiel qui va vous permettre de personnaliser vos troupes. Et du coup, vous allez faire des unités qui correspondront beaucoup plus à ce que vous voulez. Et c'est beaucoup plus riche à ce moment-là, du coup, qu'un Civilisation. Parce que sur Civilisation, vous n'avez qu'un gabarit d'unité à chaque fois. Mais là, vous le changez au fur et à mesure que vous débloquez du stuff. Parce que ici, j'ai que le stuff de base palier 1. Mais j'aurai à terme, potentiellement, le stuff palier 1 en glace steel, le stuff palier 1
en adamantium. Et puis j'aurai le stuff palier 2 de base, puis le stuff palier 2 dans les ressources stratégiques, etc., etc. Avec des bonus différents, des puissances différentes. Et ça va me permettre de mettre à jour, entre guillemets, les caractéristiques de mes unités. Elles seront plus chères à recruter, mais comme je serai plus avancé dans le jeu, en théorie, mes villes auront plus de production. Donc, on restera sur quelque chose qui sera tout aussi long à produire. Donc ça, le gabarit d'unité, c'est très important de savoir que ça existe. Et c'est très important de se dire qu'au bout d'un moment, il faut modifier des gabarits d'unité. Parce que quand vous êtes au tour 100, par exemple, si vous battez toujours avec des unités qui ont le gabarit de base, vous risquez de vous heurter à de gros problèmes face à vos adversaires. Parce que si vos adversaires ont boosté leur gabarit d'unité, ils vont vous écrabouiller. Ensuite, vous avez l'écran de diplomatie. Donc sur lequel vous voyez à quel niveau vous êtes par rapport à vos concurrents. Donc là, par exemple, Angratad, il est indifférent. On est en mode guerre froide. Si vous voulez faire des options diplomatiques avec lui, bah vous cliquez dessus. Vous avez la liste des choses que vous pouvez proposer. Déclaration de guerre, fermeture des frontières, compliments, avertissement. Vous voyez que chaque action a un coût ici, dans une statistique qui s'appelle l'influence. Si vous voulez par exemple faire une déclaration de guerre, il vous faudra 10 points d'influence. Quand vous faites une déclaration, généralement, alors je ne parle pas forcément de la déclaration de guerre, mettons que je veuille lui proposer un accord ou lui vendre des ressources. Mettons que je lui propose 10 glass steel contre 50 brumes. Ici, il y a une barre qui va apparaître. Donc à gauche, il y a un smiley pas content, à droite, il y a un smiley content. Et bien cette barre, l'avancement sur cette barre va me donner les pourcents de chance à peu près que la personne accepte ma proposition. Si la barre est très proche du smiley pas content, il y a très peu de chances pour qu'il accepte ma proposition. Il faudra que je sois plus généreux. Si la barre est près du smiley sourire, c'est que ma proposition lui convient et que du coup, il va probablement l'accepter. Alors c'est assez important, pourquoi? Parce que quand vous avez une proposition et que vous la faites, vous perdez des points d'influence que la personne accepte ou refuse votre proposition. Donc c'est con de vouloir lancer une proposition à 40 ou 50 points d'influence et de la balancer et de se prendre un gros non merci, je suis pas intéressé parce que en fait votre barre elle s'arrêtait ici et que donc clairement vous pouviez prévoir que c'était pas ce que voulait votre interlocuteur. Ensuite, vous avez ici un onglet qui sera le marché. On pourra y acheter des héros. On pourra y acheter ou vendre des ressources. Pour l'instant, on n'a pas débloqué les technologies qui nous permettent d'y accéder. Et ici, on a l'onglet espionnage. Alors, je ne vais pas parler du premier onglet, gestion de l'Empire. Parce que c'est un onglet sur lequel il y a des choses un peu différentes de ce à quoi on est habitué. Alors, d'abord à droite, vous avez les bonus d'Empire. Plus 1 science sur terrain avec de la science venant de soif de connaissance, etc. Vous avez les revenus des routes commerciales. En haut à gauche, vous avez les détails de l'Empire, avec la quête associée, les différents bonus, les traits ratio, etc. Les différentes unités que vous pouvez faire, donc le titan, le soldat, l'officier de l'aube. Voilà, donc c'est-à-dire l'officier de l'aube, c'est de la cavalerie. Le soldat, c'est du à distance. Le titan, c'est de l'infanterie. Généralement, les factions ont une unité de chaque type. De base, vous avez un taux d'approbation. Pour l'instant, moi, il est 0 parce que j'ai pas de ville. Votre brume, c'est l'argent, la brume. Avec ici la quantité que vous avez, entre parenthèses, le revenu. Donc, je n'ai pas encore de ville. Donc, voilà. Les points d'influence, les fameux points d'influence, donc qui permettent de faire de la diplomatie. J'en ai 0 et j'en gagne 0 par tour. Ici, les factions mineures assimilées. Donc, on a rencontré une faction mineure. Ici, les Serratans. Une fois que donc les factions mineures se présentent sous la forme de villages, vous avez entre 1 et 3 villages par région. Une fois que vous avez pacifié ces villages, que ce soit en les ayant payés, en ayant fait une quête pour eux ou en les ayant détruits, à chaque fois que vous avez pacifié un village, enfin tous les villages d'une faction dans une région, vous pouvez ici éventuellement assimiler la faction. Alors au départ, je crois que vous n'avez qu'une seule faction mineure assimilable possible. Par la suite, vous pourrez en avoir plus. Donc,
vous avez toutes les factions que vous avez pacifiées ici qui vous seront proposées. Vous en choisirez une maximum à assimiler. Une faction mineure, quand elle est assimilée, elle vous donne d'abord accès à une unité militaire de son type. Par exemple, les Serratans, l'unité militaire, ce sont les Driders. Donc si vous voulez des Driders, bah ok. Et après, vous avez aussi des bonus liés à l'assimilation. Donc pour les Driders, on avait vu que c'était un bonus lié à la défense, je sais plus quoi. Mais ça peut être des bonus divers et variés. Assimiler une faction mineure, donc d'abord il faut la pacifier, et ensuite il faut des points d'influence pour l'assimiler. Et enfin ici vous avez les ressources stratégiques et de luxe. L'intérêt sur ce jeu, c'est que quand vous avez une certaine somme d'une ressource, vous pouvez déclencher ce qu'on appelle un booster. Par exemple, il y a une ressource stratégique qui s'appelle le verre acier, le glass steel. Je crois que c'est quand vous en avez 20 que vous pouvez déclencher un booster. À ce moment-là, ça consomme ces 20 unités. Mais pendant un certain nombre de tours, je ne sais plus si c'est 10 tours, 20 tours, vous avez un bonus à la brume que vous gagnez. Donc ça peut être intéressant à ce moment-là justement d'essayer de produire un maximum de ressources stratégiques et de luxe pour pouvoir régulièrement activer un booster et bénéficier d'un bonus sur vos productions ou sur votre royaume. Au niveau de l'interface, en bas vous avez l'armée sélectionnée. Donc là on a un héros, Petrov Judith 3, on a les différentes actions possibles. Et ici ce qui compose son armée, donc on a 3 unités sur 4, donc 2 soldats, 1 colon. On va commencer par créer une ville. Avant de créer une ville, on va afficher les rendements. Alors, ces cases-là, ces deux cases-là sont excellentes. Vous voyez, ici on a 3 sciences, 2 production, 4 brumes. Ici on a 3 nourritures, 2 production, 5 sciences. C'est très très bien. Si je fais une ville ici, j'aurai 3, 6, 8, 10, 11 nourritures. Par contre, j'aurai que 4 productions. C'est peu. C'est pas très intéressant. Idéalement, si je fais une ville ici, par exemple. Oh, ici, il y a de très belles cases. Si je me mets là... Ah, mais il n'y a pas de production, là. La production, je vais la voir que sur les cases avec des arbres, vous voyez, avec des forêts. Et je pense que c'est important pour une ville d'avoir de la production. Ici, j'aurai que 5 sciences, mais si je crée un quartier là, je vais gagner beaucoup de sciences et de brume. Pas de production, mais de la science et de la brume. Je pense que je vais faire ma ville ici. Alors, comment se gère une ville? Donc maintenant, je suis sur l'écran de ville, façon civilisation. Donc quand on voit la satisfaction de la population, 60%. On voit la population, j'ai 1 en population. Dans 3 tours, je passerai à 2. J'ai un coût d'entretien de la ville de 10. Sécurité 20%, ça c'est lié à l'espionnage. On ne va pas forcément s'occuper de l'espionnage sur ces démonstrations. Parce que l'espionnage, de toute façon, c'est lié à des add-ons, à des DLC du jeu. Ici, vous avez les infos sur la ville. Ça, c'est très important. Ce sont les productions. Vous avez les ressources du jeu. Vous avez la nourriture, qui permet de générer directement la vitesse à laquelle vous produisez un nouvel habitant. Par exemple, si je réduis en nourriture, vous voyez, il me faudra 5 tours pour produire un habitant. Vous avez ensuite la production. Techniquement, tout ce que vous voulez construire nécessite des points de production. Là, j'en produis 14 par tour. Donc, souvenez-vous, un soldat, on avait dit que c'était 98 de production. Donc, il me faut 7 tours pour faire un soldat. Vous voyez, 7 tours. Si maintenant j'augmente la production, je la passe à 18, il ne me faudra plus que 6 tours. Donc on va annuler le soldat. La troisième ressource, c'est la science. Comme classiquement sur les 4X, pour avancer et découvrir de nouveaux projets scientifiques, il vous faut de la science. Donc j'en gagne 9 par tour. La brume, c'est la quantité de l'argent. Enfin, c'est la quantité de monnaie en gros. Donc je gagne 17 par tour, mais comme j'ai des frais d'entretien, en réalité au final, je ne gagne que 4 par tour. Et enfin l'influence, cette fameuse influence qui permet de faire des options diplomatiques et d'assimiler des factions. J'en gagne 1 par tour.
vous voyez, j'ai 0 plus 1. Et ici, j'ai un habitant parce que j'ai que 1 en population. Cet habitant, contrairement à la civilisation, vous choisissez quelles cases sont exploitées. Ici, vous choisissez quelles ressources vont être exploitées. J'ai un habitant. Donc, comment se calculent les ressources? Vous avez ici une production par habitant. Ici, une production de base pour les cases de la ville et des modificateurs qui sont liés à la consommation, à des bâtiments, etc., etc. Donc, pour l'instant, en nourriture, ma ville produit 8 de nourriture. Avec toutes ces cases, vous voyez, 1, 1, 1, 0, 3, 1, 1. Au total, ça fait 8. Moins 2, pourquoi? Parce que j'ai une population. Ma population consomme de la nourriture. En production, le total des cases de ma ville fait 14. En sciences, le total des cases de ma ville fait 9. En brume, c'est 5. Et en influence, c'est 1. Il y a ma capitale qui produit 1. En brume, j'ai plus 12. Pourquoi? Parce que j'ai des bâtiments dans ma ville, le palais, puisque quand tu construis ta première ville, il y a un palais dedans, le palais rapporte de l'argent. Et comme la ville, donc le palais rapporte 22, et comme la ville a 10 de frais d'entretien, et du coup, effectivement, on est à plus 12. Et du coup, donc ça, c'est le revenu de base. Et du coup, effectivement, pour chaque ouvrier que tu mets sur une ressource, tu vas gagner en bouffe, en production, en sciences et en brume 4 points supplémentaires et en influence 2 points supplémentaires. Par exemple, si l'ouvrier, je le déplace en influence, vous voyez en influence totale, je passe à plus 3 par tour. Donc la gestion de sa population, le micromanagement lié à la population va être beaucoup plus important que sur une civilisation, parce que quand vous construisez un colon, votre bouffe elle tombe à 0 d'office, donc il faut bien penser à réattribuer vos ouvriers de nourriture. Quand vous êtes en hiver, vous avez une énorme chute de production de brume, donc il faut penser à réattribuer vos ouvriers. À chaque moment, il faut penser à réattribuer vos ouvriers en fonction de vos besoins. Mais la réattribution est assez facile à faire. Ici, vous avez la liste des constructions disponibles. Pour l'instant, je sais faire un monument, un hôtel d'Auriga. C'est une expansion de quartier qui va me donner 5 de bonheur par niveau sur l'hôtel d'Auriga, 3 de nourriture par niveau sur l'hôtel d'Auriga, etc. On fera pas ça en le premier hiver parce que au niveau du coût, en bas du tooltip, vous voyez 150 productions et 10 espèces de yin-yang. Ce sont des perles. Les perles poussent pendant l'hiver. Je peux faire un monument. Pardon, ça c'est l'hôtel d'Auriga. Je peux faire un monument. Le monument me donne plus 2 pour la ville sur toutes les ressources, sauf plus 1 en influence. Je peux faire une bibliothèque qui me donnera plus 10 en sciences sur la ville et plus 10% de sciences sur la ville, mais qui va augmenter de 1 ici les frais d'entretien. Je pourrais faire une batterie côtière, mais pour ça il faut une ressource qu'on voit en bas, qui est, je ne sais plus ce que c'est, du titane, de l'adamantium, je ne sais plus. Je pourrais faire une extension urbaine. Une extension urbaine, ça permet à la ville de grandir. Vous colonisez un nouveau quartier. Sur une civilisation, votre ville voit ses frontières qui grandissent comme ça régulièrement au fur et à mesure du jeu. Sur ce jeu, c'est pas le cas. Sur ce jeu, si vous voulez que les frontières de votre ville s'élargissent, s'agrandissent, il faut construire des extensions urbaines. Donc pendant plusieurs tours, vous allez faire une construction de votre ville et ça va permettre de rattacher à votre ville toutes les cases qui sont autour. Par exemple, si je fais une extension urbaine sur cette case-là à droite, les 3 cases qui sont autour, celle-là, 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 vont être rattachées à ma ville. Et du coup, au niveau de la production de ma ville, je vais gagner 2, 4, 6 en sciences et 2, 4, 6 en brume. Du coup, en sciences, je serai à 15 et là, en brume, je serai à 11. Et du coup, ça va être très intéressant, évidemment. Par contre, vous ne pouvez faire une extension, vous ne pouvez faire qu'une extension par unité de population au-delà de 1. Si vous avez 5 en population, vous pouvez faire au maximum 4 extensions urbaines. Vous ne pouvez pas en faire plus. L'hôtel d'Auriga, c'est une extension urbaine par ailleurs. Le musée d'Auriga, il faut du glass steel et de l'adamantium pour en faire, ou du titane.
On pourrait faire un soldat, on pourrait faire un colon, mais le colon, comme sur tous les 4X, bah, ça consomme unité de population, donc il faut avoir au moins 2 en population pour en faire un. Et terre brûlée, ça rase la ville. Donc au départ, de façon de faisable, on a soit créé un soldat, soit créé un monument. Je crée ou une bibliothèque, je crée un monument. Ce qui augmente tous les rendements, toutes les productions de la ville. Ça prend 5 tours. Et par contre, c'est faisable une seule fois dans l'Empire. Mais on va le faire tout de suite, c'est plutôt pas mal. Et donc ensuite, on va sélectionner notre personnage. Judith Petrov, Petrov Judith avec ses 2 soldats. Et on va aller explorer le monde. On va d'abord choisir une science, une technologie. Alors, est-ce qu'on a place des langues? Je ne vais pas vous détailler toutes les technologies parce que ce serait un peu long. Moi, celle par laquelle je commence, c'est place des langues. Pourquoi? Parce que place des langues, c'est une technologie qui permet de parler avec les factions mineures. Pour l'instant, tant que je n'ai pas place des langues, les seules interactions que j'ai avec les factions mineures, c'est attaquer ou soudoyer. On va voir si Petrov Judith peut le faire. Si je veux pacifier les factions mineures en faisant autre chose, techniquement en recevant une quête de leur part et en accomplissant cette quête, pour pouvoir le faire, il faut que j'ai la place des langues. C'est toujours, à mon sens, c'est toujours utile. Plus rien à faire de mon tour, je mets un terme à mon tour. Et là, la première quête arrive. Horizon ouvert, yeux ouverts. Ils se nomment exilés. Ils m'ont retrouvé brûlé et noirci dans une antique caverne oubliée de leur peuple. Depuis combien de temps gisais-je dans cette obscurité? Les étoiles seules le savent, mais mes membres rouillés et grinçants me montrent qu'une éternité a dû s'écouler. Je n'oublierai jamais leur expression, hagards, stupéfaits et effrayés. Le royaume qui m'a vu naître, les galeries et les salles souterraines qui sillonnent la planète avaient été secoués, fendus et broyés sous l'assaut d'une force cataclysmique, les habitants, eux, étant décimés. Leur chef, la première de la lignée, comme on l'appelle, avait reconnu en moi un artefact précieux et m'avait rendu la vie dans cette crypte poussiéreuse. Je lui en serai éternellement gré. Ils se réfugient à présent à la surface où ils espèrent trouver un répit ou au moins des réponses. La première de la lignée Zolia a déclaré que la priorité serait d'assimiler des tribus locales. Tandis qu'ils s'aventurent dans ces terres inconnues sous le regard implacable du ciel, je vais tâcher de me remémorer le passé. Donc c'est la première étape de quête. Donc c'est la quête de faction. Et donc la première quête vous demande, au sein d'une région de votre empire, pacifier au moins un village d'une faction mineure, puis assimiler-la. Donc c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, on va devoir pacifier une faction, l'assimiler. On recevra 15 unités de glace steel, de verre acier, en récompense. Donc là, les premières quêtes, c'est vraiment plutôt de tutoriel. Alors techniquement, les factions mineures, c'est quoi? Les factions mineures, donc, ce sont des villages qui, une fois assimilés, peuvent vous donner des bonus. Mais c'est aussi ce qui sert de camp de barbares, ou l'équivalent de camp de barbares sur un civilisation 6, ou en civilisation 5, peu importe. À savoir que ces villages vont régulièrement générer des unités. Ces unités vont se promener sur le monde et vont attaquer tout ce qui s'y trouve. Elles vont assiéger vos villes, elles vont attaquer vos personnages, exactement comme des barbares sur une civilisation. Donc, pour arrêter ces attaques de barbares, il va falloir pacifier les villages. Il faut savoir que si une faction mineure est sur une région que vous contrôlez, eh ben, elle ne va pas s'arrêter de produire des barbares. Contrairement à une civilisation. Sur une civilisation, il n'y a pas de camp barbare qui réapparaît dans les zones. Là, les camps barbares, si vous détruisez ce village, si vous pacifiez, effectivement, là par contre, il ne réapparaîtra plus jamais. C'est-à-dire que du coup, l'équivalent des camps barbares sur ce jeu est totalement limité. Chaque zone a entre 1 et 3, peut-être 4, mais je crois que c'est 3 villages mineurs. Une fois que ces villages mineurs sont tous pacifiés une seule fois, eh ben, il n'y en a plus, mais il n'y en a plus qui réapparaît du jeu. Donc vous avez une interaction avec les équivalents des barbares qui sont une interaction un petit peu limitée sur ce jeu. Et de fait, ça fait que le milieu de partie sur ce jeu connaît un ventre mou, très mou. Parce que moi sur Civilisation vous pouvez faire de la chasse aux barbares. Voilà, pour vous occuper. Là non, il n'y a pas de chasse aux barbares. Donc eux, je vais juste vous montrer.
La seule possibilité que j'ai pour l'instant, c'est de les attaquer. Je veux pas les attaquer, j'aimerais les pacifier par la quête. Ou au moins essayer. Alors, je commence dans une région qui est tout à fait au sud. Alors, notez que sur ce jeu, contrairement à d'autres 4X, votre domaine n'est pas limité juste par la région autour de votre ville. Le monde est séparé en régions. Chaque région ne peut être colonisée que par une ville. C'est-à-dire que quand vous créez une ville dans une région, vous revendiquez la totalité de la région. Et vous ajoutez la totalité de la région à votre empire. Donc par exemple, là je suis dans la région d'Aranak. Il est impossible de créer une autre ville dans la région d'Aranak. Si je veux faire une autre ville, il faut que j'aille dans une autre région. Et du coup, la région d'Aranak, elle est à moi, intégralement. Donc là, ici, on a une ressource. C'est une ressource de titane. Qu'on pourra exploiter quand on saura faire un extracteur de titane. Jusque-là, c'est assez logique. Alors, promenons-nous. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est l'alternance été-hiver. Sur ce jeu, là on commence, on est en été, ok, tout va bien. Régulièrement, le jeu va nous faire passer en hiver. En hiver, tout est réduit. Votre production de bouffe est réduite, la production de brume est incroyablement réduite. Vous pouvez vous pouvez passer de plus 20 à moins 20 hein, directement. Vos héros vont beaucoup moins vite. Donc l'hiver, ça va être une plaie. Et vous avez ici un petit compteur qui vous indique une fourchette de temps que va durer l'été, là en l'occurrence. Donc l'été va durer entre 11 et 31 tours. Puis on passera en hiver, qui va durer lors de 3-4 tours pour le premier hiver. Puis on va passer sur un prochain été. Donc mettons que le premier été va durer 25 tours. On va passer sur 3 tours d'hiver. Le deuxième été va durer peut-être que 22 tours. Puis l'hiver va durer peut-être 5 tours, etc., etc. Et plus on va avancer sur la partie, plus les étés seront courts et plus les hivers seront longs. Et à la fin, c'est un hiver sans fin. Comme je vous dis, Auriga est en train de mourir. Hein, et donc l'hiver va effectivement devenir sans fin. Et l'hiver, c'est extraordinairement pénalisant sur ce jeu. C'est pour ça que je vous disais, sur l'arbre de compétences, il y a ici une compétence qui s'appelle Jamais Froid, qui est une compétence qui à terme est absolument essentielle si vous voulez faire quelque chose à long terme sur ce jeu. C'est pas nécessaire de l'avoir tout de suite, mais à terme, il vous la faudra cette compétence. Alors au prochain tour, on aura place des langues. Donc on va se rapprocher de nouveau de ce village pour voir ce qu'il en est. Alors la population a changé, on est passé à 2 en population. Vous voyez que le deuxième ouvrier est resté sur, ici, de la nourriture. Je pourrais, si je voulais, le passer sur de la science ou sur de la production. Pour l'instant, on va le laisser sur la nourriture parce que j'ai pas beaucoup de nourriture dans ma ville. Alors, nous avons terminé notre projet de recherche. Place des langues. Que va-t-on faire comme projet de recherche suivant? J'aimerais assez découvrir le marché pour m'acheter assez vite un deuxième héros et le mettre en tant que gouverneur dans ma ville, si possible. Qu'est-ce qui débloque le marché? Marché des mercenaires, c'est ça. Déverrouille la section mercenaires du marché. Ça permet d'acheter d'autres héros. Il faut 41,8 de recherche pour débloquer ça. Je fais 9 de recherche par tour, donc il va y avoir 5 tours. Lui me dit 4 tours. Bon, ouais, 4 tours. Pour débloquer 7 recherches. Ok. Et nous, pendant ce temps-là, on va parler avec ce camp. Et vous voyez que maintenant, on a l'option soudoyer. Donc, vous pourrez payer 146 de brume, et à ce moment-là, ils seraient pacifiés. Ou on peut parlementer pour avoir une quête de leur part. Parlementons. Pour pacifier les Sératans d'Aranak, améliorez vos relations avec vos voisins en leur apportant ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de 8 vers acier pour cette tribu. Le ver acier, il faut le produire. Le problème, c'est que je pense que j'en produis pas dans ma région. Donc, eux, pour les pacifier, soit je décide d'attendre d'avoir du ver acier, mais je vais pas attendre. Pour une raison toute simple. C'est que je dois les pacifier et les assimiler pour obtenir du ver acier. C'est l'objectif de ma quête. Donc eux, je vais les gérer en combat. Alors, j'ai fini le monument. Qu'est-ce que je peux faire dans ma ville? On va faire un colon. Hein. C'est généralement une bonne idée de faire un colon assez vite sur les 4X. Et on va tenter de les attaquer. Alors, on va voir tout de suite comment se passe le système de combat. Le système de combat
est un système de combat en tour par tour qui se passe sur le même écran. Et là, c'est assez original. Donc, lors du combat, toutes vos troupes à proximité vont participer au combat. Et toutes les troupes adverses à proximité vont participer au combat. C'est-à-dire que s'il y avait un groupe de Driders qui était juste à côté de leur village, eh ben, ils participeraient aussi au combat. Si j'étais plus loin de ma ville, il n'y aurait pas la milice qui participerait au combat. Alors, on va se mettre en formation offensive. Et on va le jouer en manuel. Donc le combat, comment ça se passe? Eh ben, le combat va se passer dans la région, dans la zone, autour de l'endroit que vous attaquez. Et vos unités vont être placées dans cette zone. Donc, on va avoir notre héros, Petrov Judith. On va pouvoir avancer un peu tout le pont. De toute façon, on n'a que des tireurs, nous. Vous allez là. Donc, vous voyez ici, il y a des falaises qui bloquent l'accès. Vous allez vous mettre devant. De toute façon, je n'ai pas de raison de me déployer autrement. Et là, il y a la milice qui vient d'apparaître. Donc, le jeu, comment il se passe? Vous sélectionnez au début de chaque tour une cible pour chacune de vos unités. Donc là, par exemple, cette unité de milice va essayer d'attaquer celui-ci. Cette unité de milice va attaquer le même. Et vous voyez que toutes mes autres unités vont attaquer celui-là. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais il va se passer que pendant leur tour, les unités vont avancer vers leur cible jusqu'à être à portée de combat. Et si elles arrivent à portée de combat dans le tour, elles vont attaquer. Donc, on va lancer et on va voir comment ça se passe. Donc, c'est Judith Petrov qui agit en premier. Il fait 24 points de dégâts à ses Driders. Puis, les arbalétriers jouent. Ils se mettent à portée. Ils font 34 points de dégâts. Les deuxièmes arbalétriers vont pouvoir normalement eux aussi shooter. Voilà, donc vous voyez, ce Drider à droite est déjà mal en point. Donc c'est pas nous qui gérons les mouvements. On donne une cible à nos unités. Ah, ce sont des tireurs aussi. Ok. On donne une cible à nos unités. Mais nos unités gèrent leur déplacement elles-mêmes. On leur dit pas par où passer pour se déplacer. Ce sont des unités de soutien, les Driders. Tiens, on va... vous allez attaquer eux. Mais les autres, vous n'avez pas de raison de continuer à shooter le Drider de droite. Normalement, le Drider de droite, il doit mourir, hein. Tu fais pas très mal, Petrov Judith. Voilà, le Drider de droite, il est mort. Du coup, tout le monde va être réorienté vers le Drider de gauche. Je pense que la milice, elle va prendre cher. Le combat dure un certain nombre de rounds. Si le combat n'est pas fini au bout de ce nombre de rounds, c'est considéré comme un match nul. Bon, bah là, il n'y a plus qu'un Drider, hein, donc on va de toute façon pas se prendre la tête. Le Drider, c'est une unité de soutien. Voilà, on a vaincu deux Driders. Bon. Donc on finit le tour, mais bon, de toute façon... Donc vous voyez, phase 3 sur 6. Donc vous avez droit à 6 rounds. Si au bout de 6 rounds, vous n'avez pas vaincu tous vos adversaires, ou s'ils ne vous ont pas intégralement vaincu, le combat se termine d'office. Donc là, on a vaincu ce village Serratan. On a juste pris des dégâts sur une milice. Alors à l'avenir, je ferai peut-être les combats en mode automatique. Parce que je trouve que le système de combat, il est sympatoche 2 minutes. Mais étant donné que toi, tout ce que tu fais, c'est assigner des cibles. De toute façon, c'est relativement du combat automatique, finalement. Donc, bof. Alors, du coup, la quête, elle a échoué, hein, bien sûr. Mais, ceux-là sont pacifiés. Enfin, ce village est pacifié. Bon, pas de la façon la plus élégante hein, et la plus pacifique possible, mais ils sont pacifiés. Donc là, on a un emplacement de faction mineure assimilable. On peut assimiler
maintenant les Seratanes, puisqu'on les a pacifiés. Mais pour les assimiler, il faut 30 d'influence. En influence, on a 5, on en gagne 2 par tour. Donc vous voyez qu'on n'est pas prêt de... on n'est pas prêt de les assimiler. Je pourrais booster ici en déplaçant un gars ici et je pourrais augmenter ma production d'influence, mais c'est pas mon objectif. Alors ici on a une ruine. Donc les ruines, on va aimer les chercher. C'est un peu comme sur Civilisation 5, il y a des ruines, vous allez les visiter, vous pouvez gagner des choses dedans, mais vous pouvez aussi avoir des quêtes dans ces ruines. Alors qu'a-t-on là-dedans? 5 unités de verre acier. Cool. Alors, au prochain tour, on aura débloqué le marché des mercenaires. Toutefois, nous n'avons clairement pas assez d'argent pour acheter un mercenaire. Au niveau graphique, j'aime beaucoup ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme nouvelle recherche? Hôtel de la Monnaie permet d'augmenter les revenus de la ville en brume. Aqua Brume ici permet de faire du dragage de brume et du filtrage de brume. Donc si vous avez de la rivière ou de la mer ou un lac attenant à votre ville, vous pouvez pendant l'été augmenter les revenus en brume. Exploitation qui permet d'augmenter pendant l'été. Donc le grenier à graines augmente pendant l'été la nourriture sur la ville. Et le centre d'élevage qui permet d'augmenter la nourriture par ouvrier. Un système d'assainissement qui permet d'augmenter le bonheur de la ville, ainsi que lorsque le peuple est heureux, vous gagnez un point d'influence de plus. Un groupe de recherche, ça permet d'avoir plus de chances de trouver quelque chose dans les ruines. La fonderie qui permet d'augmenter la production sur la ville. La topographie qui permet de faire un labo géomique qui augmente la science des terrains qui produisent déjà de la science. Et un centre de minéralogie qui augmente la production de sciences par ouvrier. Bibliothèque municipale censée déjà le faire. Creuset d'alchimiste qui permet de faire les extracteurs de titane et de verre acier. Enfin, alliage avancé qui permet de faire des armes en titane ou en verre acier de palier 1. Et armure avancée qui permet de faire des armures de palier 1 en titane ou en verre acier. Ici nous avons science militaire qui permet d'augmenter la fortification de la ville et qui permet de gagner de l'XP chaque tour sur mon armée. Officier de l'aube, c'est une nouvelle unité, c'est une unité de cavalerie. Pillage, qui permet de faire l'action d'armée piller. Donc ça, c'est si vous avez un ennemi et que vous voulez piller ses ressources. Enfin, un navire d'abordage, c'est un modèle d'unité, un intercepteur. Il embarque des troupes qui attaquent les navires ennemis. Ça, c'est... pour aller se battre sur la mer. Pour l'instant, on ne va pas aller se battre sur la mer. Donc, je me tâte à faire l'exploitation parce que j'ai pas beaucoup de bouffe sur ma ville. Ou le creuset d'alchimiste ou les officiers de l'aube. Je vais commencer par l'exploitation. Je vais faire en deuxième le creuset d'alchimiste et en troisième l'officier de l'aube parce que pourquoi pas. Ensuite, Petrov Judith a gagné un niveau. Mon objectif, c'est d'aller chercher jamais froid. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller le chercher le plus vite possible. Donc je vais monter au niveau de ses compétences de classe et finir là-haut. Donc on va apprendre à avoir déplacement agile, ça augmente le déplacement de toutes nos unités. Merci monsieur Petrov Judith ou madame Petrov Judith, on ne saura jamais si c'est un monsieur ou une madame. Et au niveau du marché, donc on a l'accès au marché des unités, on peut recruter des unités, et au marché de héros. Alors, marché de héros, vous voyez, les héros, ils coûtent environ 250 brumes. Je suis très loin de les avoir. De toute façon, moi, les héros qui m'intéressent, ce ne sont pas les héros de ces factions. Toi, tu as quoi? Ouais, représentant de commerce, non. Toi, tu as quoi? Non. Et toi, beaucoup plus de science sur la ville. De l'attaque sur l'unité de tes soldats, plus de science sur les terrains avec une anomalie, de l'attaque sur les héros, quand la ville s'agrandit, moins de désapprobation et plus de science. Donc lui, c'est les mages ardents, hein, c'est une faction qui va vraiment vous booster en science. Mais moi, c'est pas ça que je cherche de toute façon comme faction, donc c'est pas un problème pour moi. Alors, on va aller visiter cette ruine.
Et ben voilà une quête. Maître du luxe. Construisez 2 extracteurs pour exploiter une ou plusieurs de ces ressources de luxe. Teinture, émeraude, or, épices ou vin. Eh ben je suis pas prêt de le faire. Parce que déjà il faudrait que j'ai teinture, etc. Là j'ai de la teinture. Mais j'ai pas d'autres ressources de luxe sur ma région. Donc de toute façon, si je veux faire ça, il faut que j'aille coloniser une autre région. En plus de devoir faire des extracteurs de ces ressources. Mais faire des extracteurs de ces ressources, je ne peux pas le faire. Je pense que c'est un truc de niveau 2, ça. Ah, peut-être pas. Il n'y a peut-être pas besoin Non, en fait, il n'y a peut-être pas besoin de trucs. Je sais pas. Attends, les extracteurs, s'ils sont là. Extracteur cristal de sang, herbe à soie, feuille de lune, vif argent, os de géant. Là-bas, on aura... Ah, mais en fait, oui, d'accord. Les extracteurs sont déjà, font partie des ressources, des recherches qu'on a déjà de base. Émeraude, teinture, or, épices et vin. Ok. Et donc, si on réussit cette quête, on aura la technologie extracteur avancé qui nous sera donnée. Ou une construction, ou je ne sais quoi. Donc, on aura extracteur avancé qui nous sera fourni. Alors, nous avons une nouvelle faction. Ce sont toujours des Serratans. Donc, c'est pas une faction inconnue. Alors, on peut aller leur parler. Vous pouvez aller parler à toutes les factions mineures du jeu. Pour avoir des quêtes, pour essayer de les pacifier. Moi, c'est ce que je vais faire. Alors, que veulent ces Serratans? Coloniser Pérusque. Et ça me donnera 15 titanes. Ouais, bah écoutez, moi ça me va bien, hein, puisque de toute façon j'ai un colon sur le feu là. Donc l'idée de devoir coloniser Pérusque est une idée qui me convient plutôt bien. Ok. Donc là après il n'y a que de la mer par là. Donc je suppose que Pérusque c'est cette région là. Donc là il y a un colon qui va sortir dans 2 tours. Donc je pense que je vais coloniser cette région. Je pense que c'est ça Pérusque. Hein. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu le nom de la région.